Voilà, donc l'idée de cette conférence. Ah, bonjour Philippe, je t'avais pas. L'idée de cette conférence, qui s'inscrit dans le cycle de conférences de la Yeshiva, elle avait été lancée avant, suite aux réflexions très contemporaines sur l'alimentation et les scandales liés à l'alimentation et parallèlement les réflexions qu'on peut avoir sur la cache-croûte. Et il se trouve qu'avec la situation vraiment inédite dans laquelle on est, ça nous oblige à reposer les questions autrement. Mais en fait, c'est les mêmes questions. C'est-à-dire, on a entendu des gens qui voilà, se sont retrouvés donc, 2 semaines, 3 semaines avant Pessah à dire mais attends, comment on va faire? J'ai jamais fait Pessah. J'ai jamais fait Pessah chez moi. J'ai entendu plein de gens, et on me dit ça, des gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui disent j'ai jamais fait Pessah chez moi, je ne sais pas comment on fait. Ou alors des gens qui disent j'ai pas de vaisselle cachère les Pessah. Ou voilà. Des situations comme ça, des situations qui sont complètement étonnantes, enfin qui paraîtraient même aberrantes à nos grands-parents ou à nos arrière-grands-parents, et qui sont liées en fait à des évolutions sociétales et à des évolutions industrielles qui sont pour certaines très récentes, qui sont pour certaines un peu plus anciennes, mais qui remontent toutes au plus loin à l'industrialisation de l'alimentaire, déjà à la mécanisation, et ensuite à l'industrialisation de l'agroalimentaire. Donc tout ça entre le milieu du 19e siècle, on va dire, et ces toutes dernières années. Donc l'idée, c'est de faire un peu le point sur voilà, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la cache-route paraît si compliquée, pourquoi est-ce que finalement on s'est beaucoup reposé sur des acteurs extérieurs et qu'il y a des choses qu'on ne sait plus faire, et comment est-ce que comprendre comment fonctionne pas la cache-route en théorie, mais la cache-route industrielle en pratique, peut nous permettre non seulement de mieux manger cachère, mais aussi de mieux manger tout court et aussi de faire en sorte que la cache-route et l'alimentation en général soient non pas une contrainte supplémentaire, mais un moyen de mieux être préparé au monde de demain qui sera sans doute pas le même que celui qu'on connaissait encore veille de Purim. Donc pour poser d'abord le cadre, je vais vous donner un exemple de comment est-ce que comment dire, le OU et le OK et toutes ces grandes agences-là se sont mises en place aux États-Unis et qui aujourd'hui donnent le là à la cache-route mondiale. Il faut bien voir que à l'époque précontemporaine, donc à l'époque médiévale et à ce qu'on appelle l'époque moderne, c'est-à-dire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on fonctionnait à très petite échelle et les communautés juives, elles étaient essentiellement autarciques et indépendantes. Il y a eu en 1813, donc vous voyez, ça remonte déjà un certain temps, un événement aux États-Unis qui a changé la face de bien des aspects de la cache-route. Il y a eu un shochet à New York qui était salarié de la communauté, c'est comme ça que ça se passait, et quand la communauté a estimé qu'il ne faisait pas bien son travail et qu'il faisait manger taref aux gens, alors la communauté l'a démis de ses fonctions. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire de l'abattage hors du cadre communautaire. Et quand la communauté a voulu lui interdire de le faire, lui a porté ça devant les tribunaux américains et a dit c'est un problème de liberté religieuse. Moi, j'ai le droit de faire de l'abattage selon mes critères. Les gens ont le droit de prendre ma viande s'ils me font confiance. Et une communauté, quelle qu'elle soit, n'a pas autorité à restreindre la liberté religieuse
ni de moi, ni de ceux qui veulent manger ma viande. Et donc, j'ai droit de vendre ma viande comme cachère. Ça a ouvert les portes à la multiplication des shochatim privés, on va dire. Et on est arrivé à une situation aux États-Unis où un siècle après, dans les années 1910, il y avait plusieurs milliers de boucheries cachères rien qu'à New York. Et on estime que 65% de la viande qui était vendue, qui était vendue comme cachère à New York était en fait complètement tarif. Donc, il a fallu mettre en place des régulations. Et c'est comme ça que sont nées les premières grandes agences. Et ensuite, ça s'est développé parce que ça, c'était au niveau de la viande. Mais en parallèle, l'industrie agroalimentaire s'est développée énormément. On a fait de plus en plus de produits manufacturés qui étaient vendus donc, dans les hypermarchés, etc., à l'américaine. Et au début, les agences fonctionnaient encore sur l'ancien modèle, c'est-à-dire qu'elles estimaient que même si elles pouvaient surveiller la manufacture dans les usines américaines, pour l'origine des produits, elles se basaient sur d'anciennes règles de présomption. Que voilà, par exemple, les agents sucrants, en général, c'est cachère, on n'a pas besoin de surveiller, etc. Et elles se sont rendues compte, il y a eu un cas comme ça, où il y avait un agent sucrant qui avait toujours été considéré comme cachère, et un jour, ils ont fait l'enquête, les agences américaines, et se sont rendus compte que, en fait, c'était produit en France, dans la région de Cognac, et que cet agent sucrant était en fait un sous-produit de la fabrication du cognac, donc un sous-produit de la fabrication d'un produit à base de vin, et que donc c'était pas cachère. Et donc, à partir de là, les agences américaines, en particulier ce qu'on appelle les Big Five, c'est-à-dire OU, OK, HOFK, STARK et CRC, Chicago Rabbinical Council, ont mis en place des règles communes, des critères communs de cache-route, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas tout surveiller tout seuls et qu'ils avaient besoin de pouvoir se faire confiance les uns les autres. Donc, ils ont mis en place des critères de cache-route communs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces 5 agences sont équivalentes les unes aux autres essentiellement, et que ce sont leurs standards qui se sont imposés partout. C'est pour ça que vous avez parfois des cas où vous avez des agences qui ne respectent pas ces standards-là et qui sont mal vues. Par exemple, le fameux Triangle K de Rav Ralbag, qui n'est pas du tout un rigolo ou un ignorant, c'est juste que lui a des critères qui sont différents. Il est en général moins strict sur certains aspects. Il peut d'aventure être plus strict sur certains aspects parce qu'il a ces critères, qui sont des critères à l'Afrique, mais qui ne correspondent pas au consensus des grandes agences. En fait, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est révélateur des problèmes qu'on a aujourd'hui dans l'industrie de la cache-route, qui sont donc liés essentiellement à l'industrialisation. Avant, jusque dans le premier tiers, voire la première moitié du XXe siècle, les choses étaient très simples. Il y avait des produits qui avaient besoin d'être surveillés, qui sont essentiellement les produits d'origine animale, la viande, le lait, les œufs dans une certaine mesure, les fromages, et par ailleurs le vin. Et tout le reste, comme ce n'était pas des produits manufacturés, c'était des produits d'origine végétale, et donc ça ne posait pas de problème. Par exemple, on savait très bien que dans les gâteaux, il n'y avait pas autre chose que de la farine, de l'eau, du sucre et éventuellement du beurre, et c'était très simple. La recherche du profit, la mondialisation, ont fait que tout ça s'est complexifié. D'une part, parce que au lieu d'avoir des petites unités de production qui produisaient un seul type de produit, on a eu d'énormes usines qui ont commencé à produire énormément de choses sur les mêmes chaînes de production. Des produits à base de viande, des produits à base de lait, des produits à base de légumes, sur les mêmes chaînes de production, et pour des clients industriels différents,
qui leur demandaient des choses différentes, ce qui a posé des problèmes de contamination croisée. Rav Wolf, qui est un grand spécialiste de cache-route, nous racontait il y a plus de 10 ans déjà à la yeshiva des étudiants ce qui lui était arrivé quand il avait visité une usine de biscottes. C'est un exemple que je trouve très parlant. On lui avait proposé de certifier une usine de biscottes. Sur le papier, il n'y avait a priori aucun problème. Et il s'était renseigné à quel rythme est-ce que l'usine était nettoyée. On lui a dit, ne vous inquiétez pas, l'usine elle est nettoyée du sol au plafond toutes les semaines. Donc il arrive sur place et il voit dans un coin de l'usine des palettes de saindoux, c'est-à-dire de graisse de porc. Il dit, mais je ne comprends pas, vous m'aviez dit que dans vos biscottes, il n'y avait que de la graisse d'origine végétale. On a dit, oui, dans nos biscottes, il n'y a que de la graisse d'origine végétale, mais on produit aussi des biscottes premier prix pour la grande distribution. Et eux, comme ils veulent tirer les prix vers le bas, alors on utilise de la graisse d'origine animale. Mais dans nos biscottes, on n'utilise que la graine d'origine végétale. D'accord? Bon, et les biscottes à base de porc et les biscottes à base d'huile de tournesol, elles sont produites sur les mêmes chaînes? Oui, elles sont produites sur les mêmes chaînes. Bon, mais de toute façon, l'usine elle est nettoyée toutes les semaines. Oui, oui, l'usine est nettoyée toutes les semaines, il n'y a pas de problème. Et ensuite, donc, il inspecte les chaînes, c'est vrai que c'est très propre. Et puis, il voit la cuve, le grand pétrin où on mélange la pâte, où on pétrit la pâte. Et il voit qu'il y a une couche de pâte d'une bonne dizaine de centimètres sur tout le long des parois de la cuve. Il dit, mais je ne comprends pas, je croyais que l'usine était nettoyée toutes les semaines. On dit, oui, elle est nettoyée, le sol, le plafond, les murs, c'est nettoyé. Mais ça, la cuve où on pétrit, ça c'est jamais nettoyé parce que c'est indispensable à la fabrication même des biscottes qu'il y ait ce culot-là. Et évidemment, donc, ce culot, il était fait avec de la pâte qui était avec de la graisse d'origine animale et végétale. Donc ça, c'est le genre de problèmes qui sont liés, d'une part, à cette industrialisation. On a eu le problème, vous vous rappelez aussi, il y a eu un scandale, enfin un scandale, il dit, en tout cas, une prise de conscience et un problème qui s'est posé avec les surgelés Picard il y a quelques années. Les surgelés Picard de légumes étaient traditionnellement présents sur la liste du consistoire et tout d'un coup, ils ont été retirés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avant, Picard produisait dans un certain nombre d'usines et produisait toujours les mêmes produits dans les mêmes usines. Donc on savait que, enfin le consistoire de Paris savait que dans telle usine d'Île-de-France, il n'y avait pas de problème parce qu'il n'y avait pas de produits d'origine animale qui étaient élaborés. Et donc l'usine était de facto cachée. Alors que tel autre surgelé était produit dans une autre usine où il y avait des produits d'origine animale et donc là on ne pouvait pas certifier comme ça. Et Picard a changé son fonctionnement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que pour faire des économies qui nous paraîtraient peut-être de bout de chandelle, mais qui, à une échelle industrielle, deviennent énormes, on parle de centaines de milliers, voire de millions d'euros, ils ont décidé d'avoir une gestion dynamique des sites de production. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, on va produire au plus près du lieu de vente. Et donc, en fonction de là où on a besoin de tel type de produit, on va dire on va les produire dans telle usine. Par exemple, voilà, cette semaine, on a besoin de petits pois en Île-de-France, donc on va faire les petits pois dans l'usine en Île-de-France. Le lendemain, on a besoin de faire des petits pois surtout pour Lyon, donc la production de petits pois surgelés va être déportée sur l'usine qui est à côté de Lyon. Et donc, on n'a plus aucune traçabilité sur dans quelle usine c'est produit. Et tout ça, il faut bien comprendre que ce n'est pas pour des raisons gastronomiques, ce n'est pas pour des raisons hygiéniques, ce n'est pas pour des raisons diététiques, c'est uniquement pour des raisons de coût et de maximisation des profits. De la même manière, pour tout ce qui est les additifs, qui est le grand problème aujourd'hui de la cache-croûte, plus encore que ces histoires de contamination croisée, qui est qu'avant, quand vous achetiez des conserves, normalement, il n'y avait que des légumes et de l'eau et du sel dedans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On se rappelle, pour le coup, le scandale qu'il y a eu sur les conserves Bonduelle, il y a quelques années, où des associations véganes se sont rendues compte que, sans que ce soit mentionné sur l'étiquette, il y avait du jus de viande qui était ajouté dans les conserves Bonduelle.
en tout cas dans un certain nombre, pour donner du goût. Pour donner du goût, en fait, pour remettre du goût là où on avait perdu du goût à cause du procédé de conservation. Et tout ça, ça s'est fait parce que depuis les années 50-60, l'industrie de la viande s'est développée comme jamais. Et auparavant, quand on élevait des vaches, c'était pour produire de la viande. Mais on s'est rendu compte que plein de choses qu'on jetait pouvaient être en fait valorisées. Et que donc, voilà, des jus de viande qui partaient auparavant à l'égout pouvaient être valorisés et vendus à d'autres industries, l'industrie des légumes en conserve, pour donner du goût. Par exemple, le lactosérum dont on a beaucoup parlé, qui est un sous-produit de la fabrication du fromage, puisque c'est le liquide qui reste quand on fabrique le fromage. Avant, on jetait ça. Après, on s'est rendu compte que c'était une source de protéines pas chère, puisque par définition, avant, on jetait. Et donc, on pouvait en rajouter partout et que ça ne coûtait rien. De la même manière pour les yaourts, on a voulu faire des yaourts allégés, sauf que quand vous faites des yaourts allégés, vous enlevez le gras. Quand vous enlevez le gras, votre yaourt il devient tout liquide et il ne tient pas. Donc, pour remplacer le gras naturel qu'il y a dans les yaourts, on a remplacé par de la gélatine. Or, la gélatine, c'est fait avec de quoi? C'est fait avec soit de la peau d'animaux, soit avec des os d'animaux, c'est-à-dire typiquement des choses qu'on jetait avant et on les a valorisées en fabriquant de la gélatine et maintenant vous en avez mis partout. Autre exemple qu'on a, c'est le pain. Le pain, c'est, pour ceux qui me connaissent, c'est un sujet qui me tient à cœur. Vous savez que depuis une vingtaine d'années, on entend parler de gens qui sont intolérants au gluten. Ceux qui ont un peu de mémoire vous diront que dans les années 80-90, on n'avait jamais entendu parler de ça. Et ce n'est pas uniquement une mode et une sorte d'hystérie collective, c'est lié à un vrai problème qui est que quand on a voulu fabriquer du pain de manière industrielle, alors on a sélectionné les blés pour qu'ils soient hyper gluténiques. Je vous fais un petit brief sur comment ça fonctionne la fabrication du pain. Comment est-ce que le pain gonfle, comment est-ce que le pain devient chametz, puisque c'est le sujet de cette semaine, c'est que vous avez des micro-organismes, des levures et des lactobacilles qui vont manger l'amidon qu'il y a dans le blé et ça va dégager du gaz. Or, ce gaz va être emprisonné dans le gluten, parce que le gluten, c'est des protéines, donc c'est un réseau de molécules qui sont longues, qui vont former un filet, et donc ce filet de gluten va gonfler. Alors que si vous avez du riz, le riz, il n'y a pas de gluten, donc même si vous avez des levures qui vont manger l'amidon du riz, ça va fermenter. Vous pouvez faire du saké avec si vous voulez, mais vous ne pourrez pas faire de pain parce que ça ne va pas gonfler. Or, les industriels ont été intéressés à développer des variétés de blé qui sont hyperglutiniques, c'est-à-dire qui ont un taux de gluten très élevé, et en plus avec des molécules de gluten qui sont beaucoup plus longues qu'avant. Et ça a permis de faire un pain qui gonfle plus vite, qui se pétrit plus facilement, et donc qui, d'un point de vue purement industriel, permet une production beaucoup plus intensive. Donc on peut faire plus de pain en moins de temps, donc gagner plus d'argent. Mais vous comprendrez bien que ça, c'était sans aucun rapport avec un intérêt gastronomique ou diététique ou gustatif, rien du tout. C'est uniquement pour maximiser les profits. Et de la même manière, les meuniers, c'est-à-dire les fabricants de farine, pour faciliter le travail des boulangers, se sont mis à vendre non plus de la farine pure, mais à vendre ce qu'on appelle des mix. C'est-à-dire que les boulangers, sauf ceux qui fonctionnent encore selon la méthode traditionnelle, les boulangers achètent non plus de la farine pure, mais des sacs où la farine est mélangée avec des graines, est mélangée avec déjà des agents levants, mais peut être aussi mélangée avec tout type d'améliorants. Ça peut être mélangé avec de la poudre de lait, ça peut être mélangé avec ce qu'on appelle les mono- et diglycérides d'acide gras, c'est-à-dire voilà, des graisses ajoutées qui peuvent être d'origine végétale ou animale.
et en général, le boulanger n'est pas au courant de ce qu'il fait avec. Alors, on a en France une législation qui oblige les boulangers qui ont l'appellation boulanger à faire au moins, à proposer au moins un type de pain dit tradition dans lequel il n'y a que de la farine pure, de l'eau, du sel et de la levure ou du levain. Mais tout le reste des pains, vous ne savez pas ce que vous achetez en réalité. Il peut y avoir tout et n'importe quoi dedans. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Voilà pourquoi on est dans ce qui peut apparaître comme, si ce n'est une impasse, en tout cas un système extrêmement compliqué, qui n'est pas lié à la cache-route en tant que telle, qui est lié au fait que les aliments qu'on mange aujourd'hui sont des aliments très transformés, dans lesquels on a ajouté beaucoup d'additifs, pas pour des raisons diététiques, ni gustatives, mais uniquement pour des raisons économiques, et qui fait qu'aujourd'hui, et en général, c'est des produits d'origine animale, et qui fait que ça pose aujourd'hui des problèmes de cache-route. Un autre exemple, aujourd'hui, dans beaucoup de produits salés, de préparation salée, l'agent salant est extrait de fruits de mer. Parce que les fruits de mer, ça ne coûte rien du tout. Et ça donne un goût salé et des exhausteurs de goût qui sont extrêmement efficaces. Donc, c'est pour ça qu'on en met partout. Et c'est à cause de ça qu'on a tant de problèmes de cache-croûte aujourd'hui. Alors, de ce fait-là, il faut comprendre, on comprend pourquoi la cache-croûte est si chère quand on va acheter des produits dans un magasin. Pour deux types de raisons et qui correspondent à deux approches. Il y a d'une part ce qu'on va appeler les fabrications spéciales et d'autre part ce qu'on va appeler les fabrications sur liste. On sait que vous pouvez aller dans un magasin cachère et acheter des choses avec un tampon et on vous dit ça a été fabriqué dans sur la fabrication a été faite spécialement pour le cachère, ou alors des choses où on a fait une visite d'usine et on sait que le produit de la grande distribution est cachère. Et les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour le dire rapidement, quand vous achetez un produit sur liste, c'est des produits où il y a peu de risque de cache-route. Parce que s'il est sur la liste, ça veut dire qu'il y a un organisme rabbinique qui a normalement visité l'usine et a vu que dans l'usine, il n'y avait pas de produits non cachers qui rentraient et que donc il n'y avait pas de problème de cache-route. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que ça, c'est vrai à un instant T. Si demain l'industriel décide d'accepter de produire autre chose, même sans changer la composition du produit qui est sur la liste, il ne va pas forcément en informer le rabbinat. De l'autre côté, les fabrications spéciales, ça veut dire qu'il y a un rabbin qui s'est déplacé et qui a modifié un certain nombre d'ingrédients dans la composition du produit pour que ça corresponde aux exigences de cache-route. Donc, toute la production, elle a été faite sous sa surveillance. Donc, normalement, il y a moins de problèmes, mais encore faut-il que les critères mis en place par le rabbin soient des critères suffisants. Il y a certains qui s'appuient sur des choses qui sont parfois halachiquement, théoriquement valables, mais qui, en pratique, posent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Et par ailleurs, que le nettoyage de l'usine ait été fait correctement, parce que si vous faites une production spéciale cachère dans une usine qui produit normalement du non cachère et que vous n'avez pas cachérisé l'usine, vous n'avez rien résolu. D'accord ? Mais on comprend bien que si on fait une fabrication spéciale, ça suppose des coûts supplémentaires. Ça suppose qu'on demande à l'industriel d'utiliser d'autres produits, ça suppose d'interrompre la production, ça suppose qu'il y ait des surveillants, etc. Donc, on comprend pourquoi ça coûte plus cher. Il y a en plus des produits qui doivent être fabriqués spécifiquement cachers, où on a un surcoût
plus grand encore. C'est évidemment la viande, parce que la viande, il faut qu'il y ait un abattage fait par des shochatim, c'est-à-dire des juifs qui savent faire l'abattage conformément à la halakha, et que, en plus, une fois que l'abattage a été fait, il faut vérifier qu'il n'y a pas de tréfaute dans la bête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut morbide, en particulier là où on en trouve le plus souvent, c'est-à-dire de perforation au niveau du poumon, on va y revenir. Pareil, au niveau du fromage, la halakha exige que l'emprésurage soit effectué par un juif. Et pareil pour le vin, la halakha exige qu'il n'y ait que des juifs qui touchent physiquement le vin. Donc ça, sur ces produits-là, on n'a pas trop d'autre choix que de faire confiance à ceux qui se consacrent à la production du kasher. Mais donc la viande, le fromage et le vin, ça c'est vraiment les trois grandes catégories où il y a des obstacles du point de vue de la Torah qui font qu'on ne peut pas consommer ailleurs. Mais sinon, tous les autres produits, ce sont finalement des complications qui sont circonstancielles, qui ne sont pas liées à la cacheroute elle-même. Or, comme l'a dit quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on produit kasher. Regarde vos commentaires hein, pour vous répondre en même temps. Ce n'est pas parce qu'une production est cachère qu'on évite tous les problèmes liés au caractère industriel de la nourriture. On a parlé des additifs non cachers. Il faut savoir que un rabbin qui surveille une production d'un aliment industriel va vérifier que les additifs sont cachers. Il ne va pas du tout certifier que ces additifs sont bons pour la santé ou qu'ils ajoutent quelque chose au point de vue gustatif ou quoi que ce soit. Il ne se mêle pas de production ou de diététique. Or, ça, c'est un gros problème, puisque tous les additifs chimiques, dont on sait pour certains qu'ils présentent au moins un risque pour la santé, dans la mesure où ils ne sont pas d'origine animale, ne posent pas de problème de cache-route. Vous avez par exemple le colorant bleu qu'on trouve dans beaucoup de bonbons. Vous avez, ça s'appelle le dioxyne de titane, c'est-à-dire vraiment un additif tiré du titane qu'on met aussi dans les bonbons, les chewing-gums pour leur donner une apparence lisse. Tout ça, ça ne va pas être certifié. Et au contraire, on arrive à une situation paradoxale où plus un produit industriel est chimique, et donc moins il est naturel, plus il est cachère, du point de vue de la loi stricte. Par ailleurs, vous avez aussi des problèmes liés à la cache-route en elle-même qui naissent des pratiques industrielles, en particulier au niveau de la viande. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de la différence entre glatt ou pas cachère. Oui, quelqu'un me dit l'huile de palme et la margarine pour tout rendre parvé, alors qu'on pourrait mettre du beurre. Effectivement, ça c'est quelque chose qui, du point de vue de la stricte cache-route, ne pose pas de problème, mais qui, du point de vue du consommateur conscient, devrait titiller. Au niveau de la viande, d'accord, on connaît pour certains la différence entre glatt et cachère. C'est-à-dire que ce qu'on surveille systématiquement lors de l'abattage des bêtes, c'est les adhérences entre le poumon et la cage thoracique ou entre les lobes du poumon qui sont révélateurs de perforation des poumons. Quand il n'y a pas du tout d'adhérence ou des adhérences très faibles qui s'apparentent à des glaires, ça s'appelle glatt, pour le dire rapidement. Et quand il y a des adhérences et qu'on les enlève et qu'ensuite en gonflant le poumon, il n'y avait pas de perforation, ça s'appelle quand même cachère, mais ça s'appelle pas glatt. Jusqu'à il y a quelques décennies encore, peut-être 1 ou 2 siècles, on va dire, la halakha était qu'il fallait prendre glatt
et il n'y avait pas de question là-dessus. Ensuite, des pratiques se sont développées pour autoriser des viandes qui n'étaient pas glattes, où le poumon n'était pas perforé, mais c'était pas glatte quand même. Ça a fait des grands débats chez les rabbinim, mais il faut comprendre la réalité pratique qu'il y a derrière. Elle vient du fait que ces adhérences sont directement liées aux conditions d'élevage. On sait encore aujourd'hui que des bêtes qui sont élevées dans des conditions intensives en Europe présentent un taux d'adhérence au niveau des poumons qui est très largement supérieur aux bêtes qui sont élevées dans la pampa argentine. Parce que, voilà, tout simplement, si une bête est élevée au plein air et elle mange de l'herbe et a de la place pour gambader, elle va développer moins de problèmes pulmonaires que si elle est tout le temps enfermée et qu'elle mange des tourteaux de soja et qu'elle ne peut pas bouger. Donc, la question glatte, pas glatte, ne doit pas être une question simplement halachique, mais doit nous faire réfléchir de si on en arrive à une situation où la plupart des bêtes sont à peine cachères, alors qu'à l'époque du Talmud, il était évident que la grande majorité des bêtes étaient cachères. Alors peut-être qu'il y a un problème au niveau de notre mode de production. Un autre problème qui est apparu récemment, dans ces dernières décennies, traditionnellement, sur les poulets, on faisait très peu de vérifications. Maintenant, en Israël en particulier, on fait une vérification sur ce qu'on appelle Tsomet Agidin, c'est-à-dire sur littéralement le carrefour des tendons, c'est-à-dire au niveau de ce qui correspond au tendon d'Achille chez nous, vous avez un tendon qui se divise en une série de tendons qui vont dans la patte. Si un de ces tendons est sectionné, la bête n'est pas cachère. Avant, vous n'avez pas la vérification parce que c'était très rare qu'un tendon soit sectionné à ce niveau-là. Aujourd'hui, en particulier en Israël, les agences de cache-route sérieuses imposent cette vérification des tendons. Pas parce qu'elles ont décidé d'être plus strictes soudainement, mais parce qu'elles se sont rendues compte que c'était devenu très fréquent que les poulets aient les tendons sectionnés. Or, il n'y a pas de mystère. Si les poulets ont les tendons sectionnés, c'est tout simplement parce qu'ils sont élevés dans des conditions où ils sont enfermés dans des cages, où ils ne peuvent pas marcher, et où donc ils développent des pathologies, tout simplement. Et on aura le même problème pour les œufs. Soyons clairs, vous avez, je pense pour beaucoup d'entre vous, déjà vu ces vidéos tournées par des associations de défense des animaux dans des élevages de poules pondeuses, où c'est des immenses hangars obscurs, où les poules sont entassées du sol au plafond dans des cages où elles ont maximum la taille d'une feuille A4 pour bouger, dans des cages sans plancher, que des grilles, et où elles pondent jour et nuit. Ces poules-là, si on faisait l'abattage, il est à peu près certain qu'elles présenteraient des défauts morbides, des tréphôtes, des problèmes au niveau des pattes, des problèmes au niveau des ailes cassées, des problèmes de perforation des organes, etc. Or, comme c'est des poules pondeuses, elles ne passent pas à l'abattage, donc on ne les voit pas, mais on mange leurs œufs. Et on mange leurs œufs non seulement dans les œufs qu'on achète, on fait l'effort d'acheter des œufs élevés en plein air ou salinisés, mais dans tous les produits où on met des dérivés des œufs, ça vient de ces poules-là. Okay, et on n'a pas de contrôle dessus. Vous avez aussi le problème au niveau du lait. Au niveau du lait, il faut savoir qu'une vache qui est tréfa, c'est-à-dire qui a une perforation au niveau d'un organe vital, même quand elle n'est pas encore morte, le lait qu'elle donne n'est pas cachère. Or, aujourd'hui, depuis quelques décennies, on a élevé des vaches, on a sélectionné des vaches pour qu'elles soient laitières. Et comment est-ce qu'on les a sélectionnées ? On a fait en sorte qu'elles soient boulimiques. On a fait en sorte qu'elles mangent beaucoup
pour qu'elle produise beaucoup de lait. Or, comment ça fonctionne une vache quand ça mange? Une vache a plusieurs estomacs. Si vous mangez de l'herbe, vous n'allez pas la digérer, c'est que des fibres. Or, ces fibres, c'est de la cellulose. Si ça finit par ose, c'est qu'en réalité, c'est le même type de molécules que le glucose, mais c'est des molécules qui sont trop longues pour être assimilées par l'être humain. Comment est-ce que les vaches et les herbivores se nourrissent de cellulose? Parce qu'elles vont manger, et ça va passer dans un premier estomac qui est juste une grande poche, où l'herbe mâchée va fermenter. Et ensuite, l'herbe fermentée va remonter dans la bouche de la vache, et elle va la remâcher. Et ensuite, là, ça aura subi un processus suffisamment long pour qu'elle puisse le digérer de manière normale. Sauf que la fermentation dans la panse dégage, comme toute fermentation, des gaz, du méthane. Donc, la vache, normalement, rote. Les vaches rotent beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, on a développé des vaches qui mangent tellement que leur panse est trop remplie pour que le clapet de sécurité qui s'ouvre quand il y a du gaz puisse s'ouvrir. Il est bloqué parce que la panse est trop remplie. Et donc, les vaches mangent, accumulent du gaz dans la panse et risquent littéralement d'exploser. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour que les vaches n'explosent pas? On perfore la panse, d'accord? Au niveau du dos, ici, on fait un trou avec une seringue pour faire dégager le gaz. Or, ce trou-là, il rend la vache non cachère. Et le lait qu'on va traire, il est non cachère aussi. Et donc, il faudrait, et normalement les agences sérieuses de lait surveiller le font, il faut surveiller la fiche vétérinaire de la vache. Mais tout ça, vous le comprendrez bien, c'est que des pis-aller. Dernier cas qu'on a, c'est la question des tolaïm, c'est-à-dire des petites bêtes qu'on trouve dans les légumes. Parce qu'on a parlé beaucoup ici de produits carnés d'origine animale, on a aussi quelque chose qui s'apparente parfois à une psychose au niveau des légumes qu'il faut absolument nettoyer parce qu'il y a plein de petites bêtes et c'est horrible, etc. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout dans les sources classiques, cette obsession des tolaïm. Alors, comme pour l'histoire des tendons des poulets, c'est pas une simple psychose. Ça vient aussi de la manière dont on produit les légumes aujourd'hui. C'est-à-dire que des petites bêtes dans les légumes, il y en a toujours. Sauf qu'avant, il suffisait de laver la laitue et les petites bêtes qu'il y avait partaient. Aujourd'hui, comme ces légumes-là sont produits avec force pesticides pour avoir moins d'insectes, voire pas d'insectes, ça fait maintenant plusieurs décennies que les insectes qu'il y a dans les légumes sont devenus résistants aux pesticides. Et donc, on se retrouve avec des légumes qui sont plus infestés qu'avant, paradoxalement, à cause des pesticides, et avec des bestioles qui sont plus résistantes parce que grâce à la sélection naturelle. Donc voilà tous les effets délétères sur la cache-croûte qu'a pu avoir l'industrialisation, au-delà même des questions d'usine et de contamination. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire cette conférence, pour qu'on prenne conscience qu'il n'y a pas d'un côté des problèmes techniques de cache-croûte et de l'autre côté des problèmes d'éthique alimentaire. Qu'en réalité, les problèmes techniques de cache-croûte sont des révélateurs de problèmes réellement au niveau de comment est-ce qu'aujourd'hui on produit notre nourriture. Alors, en particulier pour Pessah, puisque c'est quand même le sujet du jour, c'est quelque chose qui est très prégnant, c'est-à-dire qu'on sait très bien que quand on veut faire ses courses de Pessah, tout coûte très cher. Tout coûte très cher parce que tout est produit, tout doit être produit dans des conditions
extrêmement surveillée, donc forcément ça coûte plus cher, ça suppose un nettoyage des usines, etc. Mais ça ne vaut que pour les produits manufacturés. Si vous achetez des légumes, les légumes ne coûtent pas plus cher à Pessah qu'avant. La viande ne coûte pas plus cher à Pessah qu'avant. Alors la question qu'on s'est beaucoup posée, que moi-même je me suis posée là dans ces dernières semaines, quand le confinement a été décrété, c'était le 17, je crois. Moi, le lundi 16 au matin, je suis allé faire mes courses. Et comme je suis quelqu'un d'un peu hypochondriaque, j'ai décidé d'acheter le plus possible pour avoir à sortir le moins possible. Or, il n'y avait pas encore de matzot shmura yad, d'accord, les grandes matzot rondes faites à la main. Dans les magasins cachers, il n'y en avait pas. Et je me suis réellement posé la question, est-ce que ce serait possible aujourd'hui de faire sa matzah soi-même à la maison? Parce que en réalité, il y a encore un siècle, tout le monde faisait comme ça. Tout le monde faisait sa matzah chez soi. Alors je me suis bien renseigné. Il se trouve que mon libraire à Jérusalem a envoyé dans la liste des ouvrages parus il y a 2 semaines un livre pratique là-dessus. Je lui ai demandé de me l'envoyer. Il m'a dit je vous mets en contact directement avec l'auteur. L'auteur m'a envoyé le PDF. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. Alors, je savais déjà que aujourd'hui, faire sa matzah chez soi, ça se heurte à un problème de taille qui est lié à la farine et plus précisément à la manière dont la farine est produite aujourd'hui. Parce que il faut bien voir que vous regardez dans les livres de halakha de l'époque précontemporaine, on vous dit pour faire de la matzah, qui n'est pas hametz, on peut prendre la farine du marché. Pour faire la matzah du seder, on a l'obligation a priori de prendre une farine qui a été surveillée depuis le moulin, voire depuis la récolte. Mais pour faire de la matzah normale, on peut prendre de la farine du marché. Aujourd'hui, c'est plus vrai ça. Pourquoi c'est plus vrai? Parce que, pour le dire rapidement, aujourd'hui, la farine ou le blé sont mouillés à diverses étapes de la production. Tout d'abord, les farines industrielles, les farines non bio, sont moulues non plus sur meule de pierre comme avant, mais sur des rouleaux en inox. Or, pour que les rouleaux en inox puissent moudre la farine, il est nécessaire d'humidifier le grain de blé. Donc, quand on moud le blé, on le moud avec de l'eau. Et donc, la farine est immédiatement en contact avec de l'eau quand elle est moulue. Et donc, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas hametz. Et donc, on ne peut pas faire la matzah avec. Non seulement ça, mais même si c'est moulu sur meule de pierre, ou là, normalement, c'est moulu à sec, les meuniers qui, aujourd'hui, brassent des énormes quantités de blé, il faut savoir qu'il y a, je crois, 4 ou 5 minoteries en France, c'est-à-dire 4 ou 5 sociétés qui font tout le blé de France, et c'est parmi les plus grandes fortunes de France. Et ce n'est pas des gens qui ont leur petite récolte dans leur champ, c'est des gens qui stockent des millions de mètres cubes de blé. Et pour assurer un bon stockage du blé, ils veulent contrôler tout. Et donc, qu'est-ce qu'ils font pour contrôler? En particulier, ils veulent contrôler l'humidité du blé, pour pas que ça pourrisse, pour pas qu'il y ait un blé trop humide qui fasse pourrir tout le silo. Et donc, le blé est normalement systématiquement asséché juste après récolte pour être ensuite réhydraté à un taux d'hygrométrie homogène et contrôlé. Et donc, ça aussi, je ne dis pas que ça rend chametz, mais en tout cas, on ne peut plus faire de la matzah avec. Donc, je suis en train de faire ma petite enquête, mais il faudrait que je me déplace sur place avec un meunier en particulier qui fait vraiment les choses de manière très traditionnelle pour voir qu'est-ce qu'il fait avec son blé, à quel moment il humidifie ou pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse. Ça, c'est pour la farine. Ensuite, à part la farine, dans la matzah, il y a de l'eau. Sauf que là aussi,
il faut bien avoir conscience que l'eau qu'on boit aujourd'hui n'est pas de l'eau pure. Traditionnellement, pour faire la matzah, on doit prendre de l'eau de rivière ou de l'eau de source qu'on laisse reposer pendant 24 heures ou au moins 12 heures pour la mettre à température ambiante, qu'on va filtrer évidemment, mais c'est de l'eau, d'accord ? C'est de l'eau naturelle. Aujourd'hui, l'eau du robinet contient un certain nombre d'adjuvants. Par exemple, aux États-Unis, l'eau du robinet contient du fluor. C'est quelque chose qui a été mis en place dans les années 50 ou 60 pour améliorer l'hygiène bucco-dentaire des Américains. Tous les Américains boivent du fluor quand ils boivent de l'eau du robinet. En France, l'eau a été traitée, heureusement d'ailleurs. Mais donc, elle a été traitée, par exemple, avec du chlore, avec certaines choses. On ne sait pas exactement quel peut être l'effet de ces choses qui sont ajoutées à l'eau du robinet pour la fabrication de la matzah. Alors, il y aurait la piste d'acheter des bouteilles d'eau de source, mais là encore, faudrait-il pouvoir s'assurer au minimum qu'il n'y a pas des choses qui sont ajoutées pour correspondre à des critères d'homogénéité industrielle. Ensuite, pour fabriquer sa matzah, ça demande aussi une expertise, en tout cas un sacré tournement, puisque quand vous faites de la matzah chez vous, il faut la pétrir et il faut qu'entre le moment où l'eau touche la farine et le moment où elle est enfournée, voire quand elle sort du four, ne s'écoule pas plus de 18 minutes. Mais donc ça marche pour la première fournée, mais la deuxième fournée, il faut être sûr qu'il n'y ait pas des bouts de pâte qui soient restés collés sur le plan de travail, qui eux seraient devenus chametz, qui se mélangeraient à la matzah. Et enfin, ça suppose un four suffisamment chaud, puisque pour ceux qui ont déjà fait du pain chez eux, vous savez bien que quand on règle la température de son four, on veut deux choses. On veut d'une part que le pain cuise, et d'autre part, on veut aussi que la chaleur en début de cuisson fasse lever la pâte. Or, lever la pâte, c'est la fermentation. Donc nous, on veut une chaleur pour faire la matzah qui soit bien supérieure à celle pour le pain normal, pour que ça ne fasse pas gonfler la pâte. Moi, je sais que chez moi, je fais mon pain à 230 degrés. Mon four va jusqu'à 240. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations précises sur quelle température il faudrait pour faire la matzah, mais la seule mention que j'ai vue, c'est 270. J'ai pas de four qui monte à 270 chez moi. Donc ça, c'est... Voilà, pour la matzah, on a cet obstacle-là. C'est vrai que pour la viande, ça va être compliqué de faire notre viande nous-mêmes. Mais, en tout cas, la viande de bœuf, j'ai un jardin, mais je ne vais pas mettre une vache dans mon jardin. Ça va être un peu compliqué. Mais de toute façon, il y a encore quelques générations, on ne mangeait pas de la viande de bœuf ni tous les jours, ni toutes les semaines. En général, on en mangeait au moment des fêtes et c'était un abattage pour toute la Keïla. On abattait un ou deux bœufs pour toute la Keïla. Et on s'en sortait très bien. Mais imaginons, aujourd'hui, voilà, on est dans une situation qui est complètement inédite et folle. On est tous enfermés chez nous. Et où voilà, on ne peut pas partir en club à Pessard, on ne peut pas aller acheter une nouvelle vaisselle, donc il va falloir, et de toute façon on ne pourrait pas la tremper, et donc il va falloir qu'on cachérise notre vaisselle de toute l'année si on n'a pas déjà une vaisselle spéciale à Pessard, on va en parler après. Et ça devient difficile de se procurer certains produits, donc il va falloir qu'on apprenne à faire des choses chez nous avec des matières premières. Ce sera sans doute bien meilleur, mais ça demande, voilà, ça demande des compétences que beaucoup d'entre nous ont oubliées. Maintenant, imaginons demain, il y a une crise sanitaire grave au niveau de la viande. Ça peut arriver. Ça peut arriver que, de la même manière qu'aujourd'hui, voilà, tous les humains sont enfermés chez eux, pendant que les animaux se baladent. Voilà, il y a des canards qui se promènent boulevard Saint-Michel. Ça peut arriver que demain, il y ait
il y ait une pandémie animale mondiale qui fasse que la viande industrielle, ça ne fonctionne plus. Comment on fera? Il n'est pas interdit qu'on soit amené à élever, par exemple, des poulets chez soi. Ça peut paraître dingue, surtout si on est en appartement, mais moi, je connais plusieurs personnes qui, comme ça, ont deux, trois poules dans un coin de jardin. Et deux, trois poules, ça vous donne déjà, je crois, une vingtaine d'œufs par semaine. Et faire la shrita des poules, nous, ça nous paraît aberrant parce qu'on ne met jamais les mains dans le sang. Mais nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères faisaient elles-mêmes la shrita des poulets et ensuite allaient voir le Rav pour faire la vérification du poulet. Mais la shrita, ils le faisaient eux-mêmes. Donc, c'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Et en réalité, je pense que bon, là, c'est peut-être un exemple extrême de dire on va faire nous-mêmes l'abattage des poulets, mais sans aller jusque-là, la situation dans laquelle on est, ça peut être, à mon humble avis, l'occasion justement de prendre nos distances avec cette cache-route industrielle qui n'est pas bonne pour notre santé et qui n'est pas bonne pour notre portefeuille et qui n'est pas bonne pour nos papilles non plus. Il faut apprendre le plus possible à faire les choses nous-mêmes. Le pain, par exemple. Alors, le pain, voilà, la matzah, c'est compliqué, mais après Pessah, on va se remettre à faire du pain. J'ai fait une vidéo que je peux vous passer si vous voulez. Moi, ça fait des années que je fais du pain. J'ai converti de multiples adeptes au pain au levain chez soi. Ça demande vraiment zéro matériel, de la farine, de l'eau, du sel, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de machine à pain, vous n'avez pas besoin de rien du tout. C'est très simple, c'est super bon, c'est super diététique, parce que quand vous mangez du pain fait maison qui est nourrissant, vous mangez moins de cochonneries, de gâteaux et de chips à côté. Donc, c'est des choses qui sont indispensables, en tout cas qui, à mon avis, vont devenir de plus en plus indispensables à l'avenir, et qui sont non pas des contraintes, mais qui sont des outils de liberté. C'est-à-dire que en produisant nous-mêmes notre nourriture, vous savez, je me rappelle, il y a 20 ans, c'était vraiment, on avait l'image que le Rav, c'était le type qui faisait confiance à aucune cache-route et qui faisait tout lui-même. Et on avait l'image d'un truc un peu extrême. Oh là là, il est tellement religieux, il est tellement froum que même des produits avec le meilleur tampon du monde, il ne veut pas y toucher, il veut produire lui-même. Non, en réalité, ce n'est pas une question d'être froum ou religieux, c'est juste que il n'y a rien de mieux que de contrôler son alimentation. Et quand on produit son alimentation soi-même, on a de facto beaucoup moins de problèmes de cache-route. Donc ça, c'est vrai au niveau du pain, c'est vrai au niveau des légumes, pour ceux qui peuvent faire pousser des légumes chez eux, s'ils ont la main verte. Les gens qui le font disent que c'est une grande satisfaction. Vous pouvez avoir des poules dans votre jardin et vous pouvez avoir des œufs maison, et il paraît que ça a un goût incomparable. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même. Alors la viande, c'est compliqué. Le fromage, c'est compliqué, mais depuis 1 an à peu près, il y a certaines personnes que je ne nommerai pas, mais qui sont peut-être présentes ici, qui se sont lancées dans la production de fromages AOP, artisanaux, non pas dans des grandes usines, mais avec des producteurs traditionnels. Et c'est incomparable. Et au niveau du goût, au niveau de la qualité nutritive, et c'est pas plus cher. Et le vin aussi, il y a aujourd'hui, en plus en France, on a la chance d'avoir des bons producteurs de vin, et donc on peut se débrouiller. Mais pour tout le reste, franchement, on peut se débrouiller. Donc, je regarde juste les questions, et après, je vais passer aux questions, parce que je pense que c'est typiquement le genre d'intervention où les gens ont beaucoup de questions. Alors, j'anticipe juste la question sur la vaisselle de Pessah.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé la question. Ils se sont dit, mais alors, j'ai pas acheté de vaisselle, j'ai pas de vaisselle cachère les Pessars. Même si j'en achetais, je pourrais pas aller tremper au mikvé parce que c'est fermé. Donc, comment je fais? La règle générale, elle est très simple. Il faut cachériser tous les ustensiles qui ont été en contact avec du chametz à chaud. Donc déjà, tout ce qui sert uniquement à froid, il n'y a pas besoin de le cachériser, il n'y a besoin que de le nettoyer. C'est-à-dire, par exemple, les verres à boire, il suffit qu'ils soient propres, il n'y a aucun problème à les utiliser, même pour les ashkénazes, je précise. Ensuite, pour tout ce qui est à chaud, il n'y a que la vaisselle en terre cuite, et ça inclut la porcelaine, ça inclut la céramique, etc., qui ne peut pas être cachérisée. Tout le reste, tout ce qui est en métal, en bois, en corne, ça peut être cachérisé. Il y a une question sur le plastique. Le plastique, certains poskim, comme Ramoshe Feinstein, disent c'est comme la terre cuite, c'est pas cachérisable. Il y a d'autres poskim qui sont pas moins importants, le Tzitz Eliezer par exemple, qui disent le plastique c'est comme tous les autres et donc ça peut être cachérisé. Pour comprendre ce débat, il faut avoir un peu de sens pratique, qui est que pourquoi est-ce que la terre cuite c'est pas cachérisable? Parce que les sages du Talmud nous racontent qu'ils ont fait de l'expérimentation et qu'ils ont constaté que même après cachérisation, les ustensiles en terre cuite continuaient à exsuder du goût de nourriture. Donc, pour le plastique, finalement, il faut avoir un peu de jugeote. Et vous voyez bien qu'un ravier, ou même quand vous le lavez, il reste toujours des traces oranges si vous avez mis des pâtes à la sauce tomate dedans. Ça veut dire que ce n'est pas cachérisable. À l'inverse, des plastiques très durs, où c'est clair que ça n'absorbe pas plus que ça, sont cachérisables. Maintenant, comment est-ce qu'on cachérise? Là aussi, la règle est très simple. C'est que, comme le dit la maxime talmudique, kebol'o kahpolto. De la même manière que ça absorbe, de la même manière ça va ressortir. Donc, tout ce qui va directement sur le feu doit être cachérisé sur le feu. Si c'est avec du liquide, alors il faut le cachériser avec du liquide bouillant. C'est-à-dire typiquement une marmite dans laquelle on fait cuire des pâtes dans l'eau bouillante, il faut la remplir d'eau jusqu'à ce que ça boue et ça déborde. Si c'est des choses qui ne servent pas sur le feu directement, mais qui servent dans l'assiette, alors c'est cachérisé de la même manière. C'est-à-dire que par exemple, des couverts, les couverts avec lesquels vous mangez à table, normalement, vous ne les utilisez pas pour plonger dans la marmite. Donc, ils servent que dans ce qu'on appelle un kelisheni, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas sur le feu, mais qui reçoit quelque chose qui a été sur le feu. Alors, il suffit de verser de l'eau bouillante dessus. Par contre, quelque chose où on fait dessus une cuisson à sec, c'est-à-dire, par exemple, une casserole, alors à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution que de, normalement, le chauffer au rouge. Or, vous allez bousiller votre casserole si vous faites votre poêle si vous faites ça. Typiquement, voilà, si je vois la question, marmite avec un revêtement Tefal. Si c'est une marmite dans laquelle vous faites de la soupe ou dans laquelle vous faites des pâtes, c'est-à-dire toutes des choses où vous faites mijoter dedans avec du liquide, alors à ce moment-là, vous pouvez le cachériser de la même manière, c'est-à-dire en faisant bouillir de l'eau dedans et jusqu'à ce que ça déborde. Si c'est une poêle, alors il faudrait la passer au chalumeau et comme vous allez bousiller votre vêtement Tefal, vous n'allez pas le faire et donc soit vous allez bousiller votre poêle, soit vous allez mal cachériser, mais vous ne pouvez pas le faire. Okay, alors je reprends maintenant les questions qui ont été posées depuis le début. Bon, même si ce n'est pas dans un ordre logique, mais
à tout seigneur, tout honneur, Nissim, qui parle pour la question du nerf sciatique. Oui, ça c'est une autre question, effectivement, qui est liée plus à la façon dont la production de viande cachère s'est mise en place en France. Alors, il faut savoir que donc, au niveau de l'arrière de la bête, il y a des problèmes supplémentaires de préparation de la viande. Il y a d'une part le nerf sciatique et les embranchements du nerf sciatique qu'il faut retirer. Et or, c'est la partie traditionnellement la plus noble de la bête. Et quand vous allez enlever le nerf sciatique, vous allez un peu massacrer votre gigot, il faut le dire. Et donc, ce sera moins viable commercialement. Donc, ça demande une expertise que les shochatim en général n'ont pas en France. Ça prend du temps, donc ça coûte de la main-d'œuvre. Ça donne une viande qui n'a pas un bel aspect. Donc, pour toutes ces raisons, on ne le fait pas. S'ajoute à ça le fait que dans toute la partie arrière de la bête, il y a un certain nombre de graisses interdites qui s'appellent halev, qui demandent aussi un certain savoir-faire pour l'enlever. Et donc, pour des raisons qui sont d'une part d'un manque de formation des professionnels de la viande en France, et d'autre part des raisons d'équilibre économique qui font que ça se coûterait, en tout cas nous dit-on, trop cher de préparer ces morceaux-là et que le public ne serait pas prêt à payer le prix, enfin, le surcoût que ça engendrerait pour l'ensemble de la filière viande. Donc ces parties-là sont vendues dans le circuit général, en halal ou en viande classique. Mais il est clair que si la législation européenne, sous la pression d'associations pas forcément bien intentionnées, pousse à l'étiquetage systématique de la viande abattue rituellement, alors l'équation économique changera et il faudra sans doute qu'on pense à apprendre à préparer ces parties arrière. Pourquoi je dis pas toujours bien intentionné? Parce que aujourd'hui, les questions de bien-être animal et de souffrance lors de souffrance animale se focalisent quasi exclusivement sur l'abattage rituel. Parce que c'est vrai que quand vous voyez les vidéos, comme l'animal n'est pas étourdi, alors ça saigne beaucoup et l'animal est conscient et donc il a les yeux un peu révulsés et c'est très impressionnant et ça fait très peur parce que l'animal est en train de mourir. Mais il faut bien comprendre que ce qu'on appelle l'étourdissement préalable, que demandent les gens et qui se pratiquent pour les viandes non abattues rituellement, c'est un truc aussi extrêmement barbare, puisque c'est soit on va prendre un pistolet à pointe qu'on va enfoncer dans la tête de l'animal, et donc on va lui exploser la cervelle et la boîte crânienne. Ça, c'est pour les gros bétail. Et pour le petit bétail, on va l'électrocuter. Pour les volailles, on va les passer dans un bain électrique. Donc, on va aussi les électrocuter dans une sorte de baignoire. Elles sont suspendues par les pieds comme ça. Et la tête passe dans un bain électrique et la bête est électrocutée. Et en réalité, non, le problème halachique n'est même pas dans le cas de l'électrocution que la bête n'est pas consciente, c'est que très souvent la bête est morte avant qu'on l'égorge par cette électrocution. Et donc il y a une grande hypocrisie au niveau des défenseurs des droits à se focaliser que sur l'abattage religieux, alors qu'en réalité l'ensemble de la filière viande souffre de pratiques abominables, parce que ce n'est pas que au niveau de l'abattage, c'est au niveau de toutes les conditions d'élevage qui sont proprement indignes. Donc, huile de palme, on en a parlé, les œufs, on en a parlé, les règles pour les tolaïm des poissons également. Ça, c'est un petit peu technique, mais effectivement, ça, c'est un vieux débat. C'était il y a 15 ans où on avait parlé de ça, puisque le Shulchan Arour dit que si les vers sont retrouvés dans la chair des poissons, en fait, on considère que ces vers sont nés dans la chair des poissons. Et donc, halachiquement, ils sont perdus. Maintenant, c'est vrai que
il y a quelques décennies, il y avait moins de problèmes. En fait, les tolaïm, c'est très présent dans les poissons sauvages, il faut le savoir. Et c'est moins présent dans les poissons d'élevage, sauf qu'on est dans des infestations dans des élevages eux-mêmes. Ensuite, le blé bio et le petit épaule bio est-il aussi mouillé? Donc là, j'ai répondu que normalement, il n'est pas mouillé à la mouture, mais il faudrait pouvoir se renseigner si les grains sont réhydratés au moment de la mise en silo. Pour les couverts en métaux, en plusieurs pièces, généralement les couteaux, sont-ils cachérisables? Alors, en réalité, ça dépend. Si c'est bien serré et si il est clair qu'il n'y a pas d'interstice et que les choses ne peuvent pas se glisser, alors oui, c'est cachérisable. Le problème qu'on va avoir, c'est quand on va avoir des ustensiles qui typiquement présentent des traces de rouille au niveau des jointures, on ne peut pas enlever. Et donc là, on ne va pas pouvoir les cachériser puisqu'on ne va pas pouvoir passer sous la rouille. Ou alors, effectivement, avec des rainures qu'on ne peut pas nettoyer. En général, il vaut mieux éviter quand c'est en plusieurs pièces, mais si c'est des choses qui sont vraiment nickel et où on voit qu'il n'y a rien qui a pu se glisser, alors c'est cachérisable. Bon. Alors, la question d'un certain SJK, je me demande bien qui c'est. Bonjour Sébastien. Pour le lavage en lave-vaisselle qui les rend comme s'il était utilisé à chaud. Alors, le lave-vaisselle est un sujet qui est souvent polémique et un peu inutilement polémique. Parce que le problème du lave-vaisselle, il est essentiellement quand vous allez laver de la vaisselle de lait et de la vaisselle de viande ensemble. Parce que comment fonctionnent les lave-vaisselle aujourd'hui? D'abord, ça va asperger de l'eau bouillante sur toute la vaisselle pour faire un pré-rinçage. Et ensuite, ça va asperger le détergent. Et ensuite, ça va faire un rinçage. Et donc, dans cette première phase, vous pouvez avoir un problème de lait et de viande qui se mélangent sans détergent à chaud. Donc, c'est comme si vous mettiez dans votre évier une assiette avec de la viande et une assiette avec du fromage et ça cuit là-dedans. Ça c'est un problème. Mais en réalité, quand on lave séparément, vu qu'il y a du détergent qui intervient, le détergent, il va dégrader le goût et le rendre non comestible. D'accord? Donc, tout le goût qui va être absorbé par la vaisselle et par le lave-vaisselle lui-même est un goût non comestible. Et de ce fait-là, il n'y a pas vraiment de problèmes qui sont liés au lave-vaisselle. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de ne pas utiliser le lave-vaisselle à Pessah et de toute l'année ne l'utiliser que pour la viande, que pour le lait. En réalité, la plupart des décisionnaires, que ce soit par exemple Rav Moshe Feinstein, disent on peut les utiliser alternativement pour l'un ou l'autre à partir du moment où les paniers sont bien nettoyés. La cache-route des fromages et l'emprésurage est liée à comment est-ce qu'on fabrique traditionnellement du fromage. Pour faire du fromage, il faut utiliser donc de la présure et cette présure, elle est tirée traditionnellement d'une enzyme qui se trouve dans les parois de l'estomac des veaux, parce que c'est ce qui leur permet de digérer le lait. Or, si cette présure vient d'un veau qui a été abattu par un non-juif sans shrita, donc cette présure, elle a le statut de viande non cachère. Donc quand vous allez la mettre dans du fromage, comme elle contribue à la forme du fromage, alors elle n'est pas annulée. Donc c'est comme si on mangeait de la viande non cachère, d'après la halakha. Et alors que si on utilise de la présure d'un animal qui a été abattu rituellement,
Donc cette présure est cachère, et comme elle est utilisée en très petite quantité, alors elle représente moins d'un soixantième du volume du lait, et donc d'après la halakha toujours, ça ne crée pas l'objet halachique basar bechalav, mélange de lait et viande. Ça, c'est un sujet très compliqué. J'ai fait une vidéo d'1 heure dessus, je vous renvoie dessus, vous vous amusez. Alors, quinoa. Quinoa, ça c'est un truc aussi qui est relativement nouveau, c'est super bon. Le quinoa, ça ressemble à du couscous, mais ça n'a rien à voir avec des céréales. C'est une herbe originaire des Andes. Et c'est vrai que la plupart des agences de cache-route américaines et anglaises ont voulu le classer comme kitniyot. C'est très débattable. Et en tout cas, quand on dit vérifier le quinoa avant Pessah, c'est comme vérifier le riz, c'est-à-dire tout simplement, c'est pas le trier grain par grain, mais c'est l'étaler sur une surface pour enlever tout ce qui n'est pas du quinoa et qui pourrait donc être du blé ou de l'orge, quelque chose, mais enfin ça se voit assez facilement. La seule difficulté, si vous l'avez mélangé avec du couscous, vous allez avoir plus de mal. Bien. Mais bon, encore une fois, la règle d'ordre dans tout ça, c'est quand même le bon sens, d'accord? Si vous êtes capable de faire la différence entre du quinoa et du couscous, vous pouvez le trier assez facilement. Si vous n'avez jamais vu du quinoa ou si vous n'avez jamais vu du couscous, oui, ça va être plus compliqué. Mais en réalité, même pour les tolaïm, c'est ça. C'est-à-dire, on a tendance à se prendre la tête sur des tolaïm parce que dès qu'on voit un truc un peu bizarre dans un fruit ou dans un légume, alors on panique. Ah là là, j'ai vu un point blanc, tu crois que c'est un ver, tu crois que c'est un œuf, etc. Mais là-dessus, il faut se former aussi. C'est-à-dire que tous les insectes n'infestent pas tous les fruits et légumes et céréales. Pour chaque fruit ou type de fruit ou type de légumes, vous avez 1, 2, 3 nuisibles qui sont susceptibles de produire une infestation. Et il suffit de les reconnaître, mais vous n'allez pas avoir des œufs de cafard dans des dattes. D'accord, ça n'existe pas. Donc il suffit de ce qu'on cherche, et pour tous les fruits, c'est assez facile à vérifier si on sait ce qu'on cherche. Donc, ensuite, Je crois que la connexion de Julien bug un peu. Ah, il y a un problème avec Julien? Ouais, il va revenir tout de suite. Ça nous arrivait déjà plusieurs fois les précédents je suis comptes. là, je suis là. Ah, super. Il est plus là. Bon, il va revenir. Alors, On le voit plus. On le voit, on le voit plus. On le voit plus, on le voit. c'est ça. On le voit plus. Alors. La question, elle peut se poser, c'est-à-dire, si c'est pour prendre du lait chamour, mais qu'il n'y a pas de vérification vétérinaire, on n'a rien résolu comme problème. Comment ça se passe? Idéalement, la surveillance du lait, il faut qu'il y ait un juif qui connaisse la halakha, qui soit présent en amont de la traite pour vérifier les ustensiles et qui soit là jusqu'à la fin de la traite, même s'il n'est pas dans l'étable lui-même, mais qui surveille qu'il n'y a rien qui rentre et qui sort. Aujourd'hui, moi j'ai eu plusieurs témoignages sur plusieurs années de gens qui ont travaillé pour des agences de cache-route de surveillance du lait et qui m'ont dit que ces conditions-là n'étaient pas réunies. C'est-à-dire qu'on leur donnait 4 fermes à surveiller. Or, il faut comprendre que les fermiers laitiers
ils font tous la traite au petit matin, au même moment. Et donc, il était sur une exploitation, il voyait le début de la traite, à la deuxième, il voyait le milieu de la traite, à la troisième, il voyait la fin de la traite, et la dernière, c'était déjà empaqueté. Alors oui, en théorie, il aurait pu arriver à n'importe quel moment, et donc ça pourrait suffire, mais en réalité, il ne surveillait pas grand-chose. Donc si en plus, il n'y a pas de surveillance, de contrôle du carnet vétérinaire pour voir qu'il n'y a pas de problème de tréfote, alors prendre du lait chameau, ça ne sert pas à grand-chose. Donc après, moi je ne suis pas là, je n'ai pas forcément les renseignements sur toutes les surveillances pour dire ça vous pouvez prendre, ça vous ne pouvez pas prendre, mais il faut prendre son téléphone, il faut appeler, il faut se renseigner. Et que entre un lait soi-disant chameau, mais où on sait qu'il n'y a pas de vérification vétérinaire, et donc il y a peut-être un juif qui surveille la traite, mais peut-être que les vaches, elles sont toutes très fautes. Et de l'autre côté, un lait bio où on aurait une certitude, une quasi-certitude qu'il n'y a pas de problème de tréfote, il faudrait mieux, en théorie, oui, prendre du lait non chameau à ce niveau-là. Voilà, alors je suis vraiment désolé parce que j'ai perdu les autres questions. Donc, je vous invite à en reposer d'autres. Je vais essayer de les renvoyer au fur et à mesure. Ah ouais, super. Alors. Donc, une première. Ouais, ça y est, ça c'est ça c'est fait. D'accord. Alors. Question. Après, je peux ouvrir aussi les micros si ouais. Alors, donc, les plus viande ensemble, j'ai répondu non, c'est pas possible ensemble. Mais normalement, alternativement, si on s'assure que ça a bien été, on a bien enlevé les détritus, nettoyé le filtre, etc. entre les deux, d'après Rav Scheffenstein, il n'y a aucun problème. Alors, pour les œufs, là aussi, j'ai fait un cours assez long, mais les choses sont assez simples, en réalité. Les œufs blancs, les œufs bruns, il n'y a pas de différence intrinsèque. Normalement, un œuf, donc, indépendamment, si on fait abstraction des problèmes d'élevage des poules, où les poules elles-mêmes sont comme déjà mortes et donc leurs œufs ne sont pas cachés. S'il n'y a pas de problème au niveau de la poule, les œufs, traditionnellement, on vérifie s'il y a des taches de sang dedans. Les taches de sang dedans, en fait, ce n'est pas un problème en soi, c'est que si la tache est mal placée, si elle est sur le jaune et en particulier sur la zone un peu plus sombre du jaune, alors normalement, c'est le signe que l'œuf a été fécondé et que c'est donc plus un œuf, mais déjà un poussin. Mais ça n'est valable que pour des poules qui ont vu un coq. Or, dans la quasi-totalité des élevages de poules pondeuses aujourd'hui, même les élevages bio, il n'y a pas de coq, parce qu'à partir du moment où le coq fréquente les poules pondent moins. Donc les producteurs d'œufs n'ont pas intérêt à avoir un coq. Les seuls cas où une tache de sang dans l'œuf peut être problématique, c'est vraiment si vous achetez des œufs fermiers produits dans une petite exploitation où le type il a 15 poules et un coq. Où là, effectivement, s'il y a une tache mal placée dans l'œuf, il faut jeter tout l'œuf. Dans la quasi-totalité des cas des œufs que vous achetez dans le commerce, où les poules n'ont pas vu de coq, s'il y a une tache de sang dans l'œuf, vous enlevez la tache et vous mangez l'œuf, il n'y a aucun souci. Voilà. Et donc, pourquoi il y a une différence entre les blancs et les bruns? Tout simplement parce que c'est juste des races de poules différentes. Et les œufs blancs, on les passe à la lumière et on jette ceux où il y a des taches dedans. Pas pour des raisons de cache-route, c'est pour des raisons industrielles parce que même les non-juifs n'aiment pas avoir des taches de sang dans leurs œufs. Pour ça, voilà. Donc on les jette, mais c'est un immense gâchis. Alors qu'en réalité, on peut tout à fait prendre des œufs bruns et juste enlever les taches de sang, ça marche très bien. J'ai une question concernant la pénurie actuelle de viande de cause. Ouais. Problème conjoncturel lié au corona. Beaucoup de chocolatines malades. Alors, bon, oui, ça, ok, ça, oui, effectivement, c'est un problème. Et ensuite, les abatteurs ne veulent plus travailler avec les Français quand on a un taux de rejet de 70%, que les shochatim, donc les shochatim étrangers qui viennent faire de l'abattage en France, ont seulement 30% de tréfote. Oui, alors parce que, bon, ça, j'ai fait un cours aussi d'1 heure sur glatt et halak et kasher et tout. Il faut comprendre que
c'est des catégories qui ont l'air objectives et qui en fait sont très subjectives parce qu'en fait ça dépend de l'expertise du shochet, plus spécifiquement du bodek, c'est-à-dire de l'examinateur qui va passer la main entre le poumon et la cage thoracique et qui va voir avec le bout des doigts, d'accord, ça passe même pas forcément par l'intellect ou la conscience, de est-ce que ça c'est de la glaire ou est-ce que ça c'est une petite adhérence, d'accord. Et il y a une histoire comme ça qui est rapportée dans un livre contemporain qui s'appelle Chun Illuminated, où il raconte qu'il y avait un excellent Shochet ou Bodek Satmer qui faisait de la shrita en Argentine. Et au final, donc la société qui l'employait a fini par ne plus l'employer, pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était trop bon, parce qu'il voyait des problèmes là où la grande majorité d'examinateurs ne voyaient pas de problème. Il était trop fort. Il avait genre, c'est comme un type qui aurait 20 sur 10 à chaque œil. Et donc, il voyait des choses que la majorité des gens ne voient pas. Et donc, quand on parle ici, voilà, les abattoirs ne veulent plus travailler avec les Français car ils ont un taux de rejet de 70%, donc les shochatim qui viennent tuer en France ont seulement 30% de rejet. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, je veux bien le croire. Ça dépend d'une part de la compétence des uns. Est-ce qu'il y en a qui sont trop compétents? Est-ce que les autres sont moins compétents? Ou alors, ça peut être des critères, c'est-à-dire Rav Guggenheim, je me rappelle quand on a fait une conférence de la cache-route avec lui, il a expliqué que le Beth Din de Paris ne faisait pas jusqu'à récemment du glat. Ils font maintenant du halak depuis quelques années, mais traditionnellement ils faisaient que du kasher parce que ils voulaient pas ils préféraient faire un stam kasher qui correspond en fait à ce que beaucoup de sociétés appellent glat, plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire de mettre en glatte tout ce qui était glatte et déclarer en kasher tout ce qui était plus problématique. D'accord. Donc, d'après Rav Guggenheim, le stam kasher du Beth Din de Paris est du quasi glatte. Donc, ça explique qu'ils vont rejeter comme non kasher beaucoup plus de bêtes, alors que des shochatim qui ont d'autres critères vont dire ben voilà, c'est voilà, par exemple, le Beth Din de Paris il va déclarer peut-être 5% des bêtes halak, il va déclarer 25% des bêtes cachères et 70% non cachères. Alors que d'autres shochatim vont dire voilà, il y a 5% de halak et il y a 20% de glatte. Et ensuite, il y a 70 moins 25, il y a 45% de stam kasher. D'accord. Mais c'est des critères qui sont à géométrie variable, il faut bien comprendre. Voilà. Donc voilà, Mendy Engelberg, qui fait, vous voyez qui c'est, Mendy Engelberg, c'est celui qui s'occupe du code de la cache-route et qui essaye de former en particulier les surveillants des restaurants du Beth Din de Paris, etc., les chomrim. Il a beaucoup de boulot. Il fait effectivement une petite production de yaourt, de produits laitiers, mais attention, il est Chabad, il ne s'occupe pas de Maccabi, c'est un truc beaucoup plus petit, d'accord, c'est des productions je ne sais pas combien, quelques centaines, peut-être milliers de yaourts par an, mais c'est rien du tout par rapport à ce que peuvent être les grosses productions. Alors, si on doit donner des noms, l'excellente production de terroir et cas pour les fromages, c'est aussi l'améadrine minaméadrine, et au niveau de la cache-route et au niveau de la qualité gastronomique, mais c'est une toute petite production qui ne passe pas par les circuits de distribution classiques. Okay. Donc, si tache sur le jaune, on mange ou on enlève, je reprécise, oui, si possible, on enlève la tache et on peut manger le reste. Si on n'a pas enlevé la tache, ce n'est pas un problème non plus. Voilà la chapsouka. Quand on traite une vache et 3 jours après elle est shritée, ça va être très fat. Qu'en est-il du lait? Ou en fait on est sur alors ça,
C'est une question théorique, parce qu'en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Parce que la production passe par deux circuits complètement différents. C'est-à-dire que déjà, les vaches, les races à viande et les races à lait sont aujourd'hui différenciées. C'est-à-dire que les races pour faire de la viande ne sont pas élevées pour faire du lait, et les races qui sont élevées pour faire du lait, on va quand même les abattre, on va faire de la viande, mais ça ne va pas être la viande que vous allez avoir chez le boucher. Ça va être de la viande que vous allez avoir dans des productions industrielles, des raviolis, des trucs comme ça. Donc, de fait, le cas pratique ne se présente pas, et c'est un problème parce qu'effectivement, on n'a pas de contrôle et on n'a pas. La shrita n'est pas une étape de contrôle pour calculer le taux de tréphot qu'il y aurait sur les vaches à lait, puisque ça ne passe pas par le circuit de la viande. Alors ensuite, imaginons le type, il a une vache chez lui et il traite sa vache et ensuite il fait l'abattage 3 jours après et la vache est taref. Alors, normalement, la vache avait une chazaka d'être cachère tant qu'elle n'était pas taref. Maintenant, ça dépend quel est le type de tréfa. C'est-à-dire, si par exemple la vache est taref parce que elle avait les méninges percés, imaginons, et on sait qu'elle a eu les méninges percés parce qu'elle a eu un trauma crânien une semaine avant, il est clair qu'elle était taref depuis une semaine. Chalak et Glat, pour le dire très rapidement, on appelle Chalak Bet Yosef, ce qui est conforme au psak de Rabbi Yosef Karo, et Glat, ce qui est conforme à la description du Rama. Normalement, Chalak, il y a absolument zéro adhérence. Glat, il y a des adhérences, mais qui sont en fait juste des glaires. C'est-à-dire parce qu'elles partent dès qu'on passe la main. Ça, Benjamin, je te renvoie au shiur qui dure 1 heure là-dessus, sur Glat, Chalak, Kacher, pour t'expliquer précisément. Et donc, oui, effectivement, David Franck, vous dites cette politique de cacheroute très exigeante est en train de signer la fin de la viande cachère en France. Je ne sais pas si c'est en train de signer la fin de la viande cachère en France. Je ne sais pas si c'est en train de signer la fin de la viande cachère partout. Mais encore une fois, si on avait des pratiques d'élevage qui étaient moins intensives, si les vaches étaient élevées dans des meilleures conditions, on aurait moins de problèmes de tréphot. Okay. Et donc, à mon sens, ce n'est pas tant les exigences de cacheroute qu'on doit baisser que les exigences de production qu'on doit augmenter. On sera gagnant au niveau de l'hygiène, on sera gagnant au niveau du bien-être animal, on sera gagnant au niveau de la cacheroute. Là où on sera perdant, c'est clair que ce sera au niveau du prix, parce que la viande, elle coûtera plus cher. Mais il faut bien comprendre que la viande, et encore, nous, on paye la viande chère. On paye la viande chère, c'est-à-dire en moyenne 15 € le kilo, si vous ne me contredisez pas, c'est-à-dire au moins 3 fois plus cher que dans le circuit normal. Parce que effectivement on a des surcoûts, mais il faut bien voir que les surcoûts ne sont pas liés, par exemple, à la taxe du consistoire. On entend souvent ça. La taxe du consistoire, ça représente 1 € par kilo de viande. Ce n'est pas ça qui fait la différence entre la viande cachère et la viande pas cachère. Et ce 1 €, il sert à financer les communautés de province qui sont déficitaires depuis que tous les juifs se sont regroupés dans les grandes villes dans les années 80-90. Ça sert à financer les enterrements, ça sert à financer énormément de choses. Mais effectivement, c'est des plus petites productions, il y a des conditions industrielles qui emploient plus de gens, on a un rythme qui est forcément moins intense que dans l'abattage à la chaîne. Donc ça surenchérit, et c'est sûr que si on fait moins d'abattage avec des bêtes qui sont élevées de manière moins industrielle, ça coûtera plus cher et il faudra qu'on mange moins de viande.
Voilà, c'est un truc qui est assez clair. Concernant la présure de veau taref, pourquoi c'est pas batel béchichim comme le veau kasher? Parce que la présure de veau, qu'elle soit kasher ou taref, elle contribue à la forme finale du fromage. Donc son effet est perceptible. C'est pour ça que c'est pas batel. La seule différence entre la présure de veau taref et la présure de veau kasher, c'est que la présure de veau kasher, même si elle n'est pas batel, elle est présente en même temps que le lait, mais elle ne crée pas ce nouvel objet halakhique qui s'appelle Bassar Bechalaf. Mais là aussi, je renvoie à la vidéo parce que c'est un sujet un peu technique et je ne veux pas trop lasser. La question de la viande synthétique, demande Diony. Oui, ça c'est aussi une question. Alors, on en parlait beaucoup il y a 1 ou 2 ans. On en parle moins aujourd'hui. Est-ce que ce sera un jour une réalité? C'est possible. En réalité, on a déjà pris de l'avance dessus. On est habitué en cachère depuis quelques décennies déjà à manger des fausses crevettes, à manger du faux fromage pour faire des cheeseburgers. Et au niveau halakhico-technique, oui, on pourra faire de la viande synthétique. Rav Zizek avait fait une étude là-dessus il y a quelques années. Je pense que c'est dispo sur le site de la Yeshiva, sur savoir est-ce que si on clone de la viande synthétique à partir de cellules de viande, à partir de quel moment est-ce qu'on considère que c'est un nouvel objet et que même si les cellules d'origine étaient taref, la nouvelle viande synthétique est cachère. Donc ça, il y a eu des réflexions là-dessus. D'accord. Et halakhiquement, ça s'ancre dans une question plus ancienne encore, qui est cette fameuse souga de Ben Pakua. Parce que vous savez peut-être que si on fait la shrita d'une vache qui est enceinte et que le veau survit à la shrita, comme le veau était considéré comme un organe de la mère au moment de la shrita, c'est comme si le veau avait déjà subi la shrita, donc on n'a plus besoin de faire la shrita après. Et donc, comme le disent mes enfants à qui j'ai appris ça hier, c'est une sorte de veau mort-vivant. Il est biologiquement vivant, mais halakhiquement, il a déjà eu la shrita. Et donc, on pourrait imaginer, c'était déjà imaginé de faire un élevage comme ça de bêtes qui seraient ben pakua, qui auraient donc plus besoin de shrita. Et ça résoudrait le problème de cache-croûte. C'était de la science-fiction. Avec la viande synthétique, c'est un peu le même processus et on y arrivera peut-être. Mais au-delà de ça, voilà, on va produire ça, ce sera marrant, ce sera sans doute bon. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que finalement, ça ne fera qu'accroître notre dépendance à des processus industriels de production de nourriture. Or, je ne suis pas sûr que ce soit ça que nous demande la Torah, d'une part. Et je pense que ce n'est pas dans ça qu'on va s'épanouir humainement, ni même gastronomiquement. Il faut qu'on apprenne à produire plus nous-mêmes et à faire plus la cuisine nous-mêmes, et ce sera meilleur. D'ailleurs, vous le voyez, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Quelqu'un qui a posté au bout d'une semaine de confinement, je ne sais pas si on sortira plus grand de cette épreuve, mais ce qui est sûr, c'est qu'on en sortira plus gros. Effectivement, quand on est tous à la maison, on fait tous à manger matin, midi et soir, et on mange bien. On mange très très bien, et on apprend à cuisiner, et on ne peut pas aller commander des pizzas et des sushis dès qu'on a la flemme de faire à manger. Et donc on mange très bien, mais c'est quand même un des aspects sympathiques de cette période complètement dingue qu'on vit. Voilà, s'il y en a d'autres qui ont des questions, je veux bien les prendre. C'est tout. Tu prépares quand même. Ouais, c'est pas le café, enfin, sur la bouche du sang en général. Tout le monde parle en même temps et je n'entends pas forcément en fait. Le nez, c'est le porter les dents là. J'entends.